Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de nos travaux, notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France auditionne aujourd'hui M. Philippe Sauquet au titre de ses précédentes fonctions de directeur général de la branche Gas, Renewable and Power de la société Total. Nous vous remercions, M. Sauquet, d'avoir très rapidement accédé à notre requête, résultant de l'initiative de M. le rapporteur Antoine Armand. La semaine dernière a été organisée une audition de M. Patrick Pouyanné, le président de Total Énergie, qui a déjà longuement répondu à nos questions. Mais nous souhaitons aussi nous placer dans une démarche rétrospective et vos fonctions précédentes exercées au sein du groupe Total nous permettront de disposer d'informations sur la démarche empruntée auparavant par ce groupe, pilier finalement de la stratégie énergétique nationale. Présent de 1997 à 2021 au sein de celui-ci, vous avez assisté au début puis au déploiement de diverses énergies renouvelables, notamment solaires et éoliens, terrestres comme marins, mais aussi à la mise en place d'une infrastructure de stockage de l'électricité par batterie à Dunkerque ou encore aux avancées concernant le captage et le stockage de dioxyde de carbone tout en suivant et en participant aux réflexions sur la transition énergétique. Vous avez d'ailleurs, M. Sauquet, été entendu le 7 mai 2019 par la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique constituées au sein de l'Assemblée nationale, à l'époque présidée par Julien Aubert. La crise énergétique que traverse l'Europe actuellement n'a aucune commune mesure avec les quelques incidents qui survinrent dans les années 2000 et auxquels vous avez été confrontés. Mais ces difficultés d'approvisionnement, notamment celles de janvier 2006, n'annonçaient-elles pas déjà ce que nous connaissons aujourd'hui ? Les orientations définies depuis par les pouvoirs publics ont-elles, à votre avis, remédié à la situation de la France ou les ont-elles aggravées ? Votre groupe lui-même a ainsi procédé, semble-t-il, à la diversification de ses sources et s'est préoccupé des capacités disponibles de stockage. Avez-vous perçu une réactivité du même ordre de la part des pouvoirs publics ? Voilà un exemple de questions sur lesquelles nous souhaiterons pouvoir vous entendre. Par ailleurs, au cours de la période d'exercice de vos fonctions au sein du groupe Total, vous avez vraisemblablement été intéressé, voire influencé, par les différents scénarios émanant d'organismes nationaux tels que RTE ou internationaux comme l'AIE. Mais finalement, ces scénarios ont-ils été vérifiés ? Et s'ils n'ont aucune prétention à la prédiction, n'orientent-ils pas en fait les investisseurs et les industriels ? Enfin, les mutations qui se sont produites au sein du système nucléaire civil au cours de la période d'exercice de vos fonctions ont-elles intéressé Total ? À un moment ou à un autre, celui-ci a été tenté par le nucléaire à moyen ou long terme, ou le groupe a-t-il tout simplement été rebuté par la perspective de devenir un électricien utilisant à la fois des énergies renouvelables et nucléaires. Le rapporteur, M. Antoine Armand, a préparé dans la perspective de votre audition un questionnaire qui vous a été remis afin de construire l'exposé que vous allez présenter. À la suite, nous aurons un échange plus libre par l'exercice habituel des questions-réponses. Avant de vous laisser la parole, il convient de rappeler la procédure définie par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et conformément à ces dispositions, il me revient de vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En conséquence, je vous prie de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Eh bien, je vous remercie et je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité à venir vous rencontrer ce matin. C'est vrai que l'énergie a toujours été au centre de mes préoccupations. Et l'énergie en ce moment est semble-t-il, au centre des préoccupations de tous nos concitoyens. Et donc le sujet est d'importance. Je vais revenir un petit peu sur mon parcours et pour vous expliquer un petit peu dans la durée quelle a été la stratégie de Total dans le monde de l'énergie et comment on est arrivé à définir le Total Énergie aujourd'hui que vous connaissez. J'ai passé quelques années au début de ma carrière au sein de l'administration, ministère de l'Équipement, ministère des Finances, et ensuite je suis rentré dans l'industrie, attiré notamment par l'international, pensant que la maille française était trop limitée et que notre
nous n'étions pas indépendants du monde dans lequel nous vivions. J'ai commencé par travailler dans la chimie, dans une boîte qui s'appelait CDF Chimie, et puis ensuite au sein de Total. Donc je suis rentré chez Total par la chimie. Et en fait, je n'ai commencé à véritablement travailler dans le monde de l'énergie chez Total en 1997. Et en 1997, je me suis posé la question d'aller travailler dans le pétrole, qui était l'activité majeure de Total, ou dans un autre secteur qui commençait à croître, qui était le domaine du gaz. Et dans le domaine du gaz, et ça fait écho à ce que l'on voit aujourd'hui, le gaz énergie qui est coûteuse à transporter, parce que sa densité énergétique est faible, et donc le dilemme des groupes qui cherchent des hydrocarbures, sachant que vous ne savez jamais trop si vous allez trouver du pétrole ou du gaz quand vous forez un puits, en général vous trouvez les deux. Mais autant le pétrole ne coûte pas très cher à transporter, et donc une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez le produire et vous allez le vendre sur des marchés mondiaux sans problème. Vous le voyez aujourd'hui, on y reviendra, mais il n'y a pas de problème aujourd'hui sur l'approvisionnement en produits pétroliers au niveau mondial. En revanche, le gaz est beaucoup plus compliqué parce que du fait de son coût à transporter, avant de commencer à le produire, vous devez avoir identifié un marché pour savoir quel type d'infrastructure vous allez développer pour emmener le gaz sur les marchés, que ce soit des gazoducs, donc des tuyaux, ou alors pour le transporter par bateau, le liquéfier. Mais le liquéfier, ça demande d'avoir là aussi une infrastructure importante, une usine de liquéfaction, un gros réfrigérateur mais qui coûte plusieurs milliards de dollars à pièce, des méthaniers qui sont des bateaux très spécialisés pour transporter le gaz à moins 160 degrés, et ensuite des terminaux de regasification qui vont permettre de réchauffer le gaz de façon sûre. Et donc, en 1997, le gaz est encore une énergie jeune par rapport au charbon et par rapport au pétrole. Et on commence juste alors juste depuis 15 ans en gros, mais on commence juste à savoir le transporter sur les mers, justement en le liquéfiant. Et donc dans ces années-là, les groupes pétroliers cherchent à développer des marchés gaziers pour pouvoir développer leur production en amont, leur production de gaz. Et pendant un certain temps, la discussion se concentre autour de négocier des contrats long terme avec les monopoles d'importation. Dans tous les pays, en général, il y avait des monopoles d'importation de gaz. On a connu Gaz de France en France. Et puis, c'est une période où la croissance est telle que tous les pays, pratiquement, vont commencer à libéraliser leur marché énergétique. C'est le cas en Europe avec les directives de 97, mais c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Amérique latine, c'est le cas même au Japon, c'est le cas même en Chine. Donc les monopoles sont en train d'être supprimés, et donc il faut aller chercher des clients pour arriver à développer nos projets. Et donc je vais rentrer dans cette aventure-là en développant donc des marchés, des accès marchés pour nos productions de gaz. Ce faisant, nous sommes aussi rentrés dans l'électricité. Pourquoi ? Parce que la moitié du gaz qui est consommé sur cette planète, en fait, sert à produire de l'électricité. Et donc, vous pouvez vendre à vos clients du gaz, mais vous pouvez aussi leur vendre de l'électricité. Et donc, on va aussi regarder si on n'a pas plus intérêt à vendre de l'électricité à ses clients. Et au départ, c'est de l'électricité fabriquée à partir de gaz. Et puis, une fois qu'on va avoir acquis des clients en électricité, on va se rendre compte que produire l'électricité à partir de gaz, ce n'est pas forcément l'optimum. Qu'il y a des moments où le prix du gaz est tellement élevé qu'il est plus élevé que l'électricité, donc ça n'est pas rentable de faire fonctionner votre centrale à gaz. Et donc on va commencer à regarder d'autres types d'énergie électrique, et notamment on va regarder effectivement les énergies renouvelables, et Total avait déjà des activités dans le solaire
en électricité solaire dans ces années-là, et on va les développer là où ça fait du sens, et notamment en Afrique, parce qu'il n'y a pas de réseau, et donc aller mettre des panneaux solaires pour alimenter des villages en Afrique, ça fait déjà du sens, y compris sur le plan économique. On regardera le nucléaire à un moment où on commence, où le sujet du climat commence à émerger comme quelque chose d'important. Et on aura une aventure avec Suez à l'époque, et puis ensuite avec EDF à Abu Dhabi, qui ne sera pas un succès, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis Fukushima nous convaincra que l'énergie nucléaire, même si elle peut être développée dans des pays où le niveau technologique de contrôle est élevé, n'est pas forcément une énergie adaptée à l'ensemble des pays du monde. Et en tant qu'acteur mondial, on va renoncer à cette aventure dans le nucléaire. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière à partir de 80 à 97. Il y a en gros trois périodes là aussi qui peuvent vous donner des points de repère historiques. Il y a une première période qui va aller jusqu'à la crise financière de 2008. C'est une époque où la croissance des consommations énergétiques dans le monde est absolument incroyable. C'est le moment où en fait où l'Asie est en train de sortir de la pauvreté et en train de consommer de plus en plus d'énergie. Et notamment la Chine, qui produit du charbon, va devoir en importer et va se tourner vers le gaz, pas pour des raisons climatiques, mais pour des raisons de pollution de l'air, parce qu'ils vont se rendre compte qu'avec avec le charbon, les particules, la pollution de l'air devient un fait majeur environnemental en Chine, et le gaz va leur apporter non seulement une énergie abondante, mais aussi parfaitement propre sur le plan de la pollution de l'air. Le climat est un autre sujet, mais à l'époque ça commence juste à être le sujet. Pendant cette période-là, on commencera à faire des renouvelables, notamment avec des incitations publiques qui existent, qui commencent à être bien organisées en Europe. On a des prix de reprise garantis sur 20 ans pour démarrer des projets, par exemple de fermes solaires, ce qui correspond au coût des panneaux solaires à l'époque. Mais je dirais que c'est un peu de la diversification, et les renouvelables représentent une partie relativement limitée de l'approvisionnement électrique, encore plus qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première période de croissance. On a besoin de toutes les énergies. Total regarde même le charbon. Je plaide coupable. Je me suis occupé de mines de charbon qu'on avait récupérées à titre historique. C'est là où on regarde le nucléaire. Et la crise financière 2008-2009 va mettre un coup d'arrêt à cette croissance très forte des consommations énergétiques dans le monde. Et elle va aussi, comme les prix de l'énergie s'étaient envolés, elle va aussi se traduire par un développement qu'on n'avait pas vu venir, qui est le développement du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis, qui va changer complètement la vision des choses. Pourquoi ? Dans toute la décennie qui précédait, nous étions obnubilés par ce qu'on appelait le peak oil, voire le peak gaz. Donc on était persuadé que les hydrocarbures allaient décliner très vite. Et c'est pour ça qu'il fallait chercher d'autres énergies. Et c'est aussi pour ça que le climat n'était pas forcément un sujet de long terme, parce que si on ne produisait plus les hydrocarbures, il n'y avait plus de CO2. Donc c'est pour ça que la focalisation était plus sur il faut trouver de l'énergie, plus que sur le climat. Et puis cette période 2008-2009, on se rend compte que les États-Unis développent le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Ça change complètement la vision du potentiel des réserves sur la planète d'hydrocarbures. Et donc, il n'y a plus de souci de réserve. Donc, la planète a plein d'énergie fossile.
Mais c'est une période où il va y avoir un certain nombre de crises. Il va y avoir Fukushima qui a quand même été un traumatisme. Alors, on n'en a peut-être pas trop parlé, enfin si on en a parlé, mais je pense qu'on ne réalise pas en Europe le traumatisme que ça a été au Japon, qui est un pays sophistiqué, qui a des très bons ingénieurs, dont le souci de sécurité est au moins égal au nôtre, et qui a réalisé tout d'un coup que le risque zéro n'existait pas. Et quand Fukushima s'est produit, le Japon s'est posé évidemment beaucoup de questions, a arrêté toute sa flotte nucléaire, tout de suite. Alors par chance pour lui, il était diversifié, on en reviendra, la diversification c'est aussi important. Et donc il a pu arrêter toute sa production nucléaire, ça faisait à peu près un tiers de sa capacité de production électrique, et marcher en fait avec les deux autres énergies qui étaient le charbon et le gaz. Et donc ça a déclenché un besoin de gaz supplémentaire. Et donc pendant cette période-là, on a commencé à relancer des projets de gaz naturel liquéfié pour alimenter le Japon, et sachant que la Chine continuait. Donc ça va nous emmener, on va dire à peu près jusqu'à l'année 2014-2015, alors qui va être spécial pour Total, puisque fin 2014, notre président Christophe Demargerie va décéder dans un accident d'avion. Donc on va devoir changer de président, changer le comité exécutif. C'est l'époque où Patrick Pouyanné va devenir directeur général avant de devenir PDG du groupe Total. Il me demande de le remplacer et de rentrer au comité exécutif. Donc c'est ce que je fais en 2014 pour diriger le raffinage chimie en succédant à Patrick Pouyanné. Et c'est une période qui est intéressante pour le groupe, parce qu'avec un nouveau président, nouveau comité exécutif, on va se reposer la question de la stratégie long terme du groupe Total. Et au même moment, on a la COP 21 sur le climat qui a lieu à Paris en 2015. Et donc, c'est là où le caractère, je sais que vous avez souvent des questions sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme Total International est français. Notre siège est en France, et on va être aux premières loges pour voir, lors de cette COP 21, une espèce d'unanimité de tous les pays sur le climat. Et ça va changer notre vue. Sachant que la période précédente, je ne l'ai pas mentionné, mais la période précédente, à la suite de la crise financière, la plupart des États ont eu des soucis d'équilibre budgétaire, et donc là, on réduit les soutiens aux énergies renouvelables. Et beaucoup d'entreprises renouvelables ont fait faillite. Nous, on a essayé pendant cette période-là de sauver un des champions de l'industrie, qui était une société américaine, SunPower, qui avait la meilleure technologie en matière de cellules et de panneaux solaires. Mais c'était une période très difficile pour les énergies renouvelables, avec un désintérêt dans beaucoup de pays. Et 2015 change la donne, parce que là, on a vraiment le sentiment que les États, cette fois, sont sérieux et veulent effectivement réduire l'empreinte carbone. Et donc, on se livre au niveau de Total à une réflexion stratégique. On implique toutes nos équipes de par le monde. Et ce qui va en sortir, ça va être une volonté de transformer Total d'un groupe producteur d'hydrocarbures, donc pétrole et gaz, en un groupe qui va s'intéresser aux nouvelles énergies, et notamment à l'électricité. Et l'électricité, pas seulement comme aval gaz, mais l'électricité en tant qu'énergie pour elle-même, et donc avec la volonté d'être performant en électricité, autrement dit, d'être capable de produire de l'électricité par tous les moyens qui sembleraient les plus économiques et les plus appropriés, et qui correspondraient à la demande de nos clients, que ce soit du renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solien, mais aussi avec le besoin de leur assurer un approvisionnement fiable, ce qui est aussi un sujet important. Et donc on décide de changer la stratégie du groupe dans ce sens-là. On décide de créer une nouvelle branche gaz renouvelable électricité, qui va porter cette ambition de développer cette volonté de faire évoluer le visage du groupe. Et à l'époque, Patrick Pouyanné va me demander à la fois de diriger cette branche que l'on crée,
et à la fois d'être pendant un temps également le patron de la stratégie du groupe pour rendre cohérente le virage du groupe dans sa stratégie globale et également à travers la création de la branche de construire les activités, les actifs. Donc voilà, je vous dis ça pour essayer de vous donner un peu de perspective dans le temps, comment on en est arrivé là. Alors après la suite qui est plus récente et pour laquelle vous aviez souhaité m'entendre, je pense que Patrick vous en a parlé, et puis maintenant je crois qu'elle est connue, mais c'était clairement une période où on a développé le gaz, parce que ça correspondait pour nous, même s'il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais au moyen le plus économique et le plus rapide, et donc le plus sûr pour réduire les émissions de CO2 sur la planète. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup de pays, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde maintenant, même si le souci de réduire les émissions de carbone n'est quand même pas tout à fait le même au niveau de l'Inde que celui que l'on a en Europe. Mais plus près de nous, l'Allemagne aussi a fait ce choix. Donc la priorité, une des priorités, parce qu'il y en a plusieurs, sachant qu'il n'y a pas d'énergie idéale, hein, donc on pourra revenir, mais il n'y a pas d'énergie idéale. Donc on a besoin de plusieurs types d'énergie. Et donc le gaz fait partie de la panoplie pour réduire l'empreinte carbone de nos clients et la nôtre et sur la planète. Et tous les scénarios qu'on regarde, vous avez mentionné les scénarios de l'AIE, mais tout le monde beaucoup d'organismes, on va dire, se sont mis à faire des scénarios pour voir comment on pouvait respecter la trajectoire de réduction d'émissions telle que définie à la COP 21 en 2015, donc le well below 2 degrés. Il n'y avait pas une trajectoire unique, il y en a bien sûr plusieurs, mais pratiquement toutes faisaient appel à un remplacement rapide du charbon par le gaz dans la génération électrique. Donc on va développer le gaz, on va développer surtout le gaz naturel liquéfié, parce que dans la plupart des pays, les gisements de gaz se sont épuisés, c'est le cas notamment en Europe, mais pas seulement. Et donc il faut faire venir le gaz de plus en plus loin, et le gaz naturel liquéfié est le moyen de faire traverser les océans aux réserves de gaz qui sont abondantes sur la planète. Et donc c'est la période où on va développer, au-delà de ce que l'on avait déjà au Moyen-Orient, notamment au Qatar, d'autres projets. On va développer la Russie, on va développer l'Australie, pour diversifier nos sources d'approvisionnement, parce qu'on est sensible effectivement à délivrer une énergie fiable à nos clients. Et donc on va diversifier nos sources, des sources de production, et notamment avec la Russie, qui est le deuxième détenteur de réserves gazières au niveau mondial. On va éviter les gazoducs pour des raisons techniques bien souvent, mais aussi pour des raisons de fiabilité de nos livraisons. On a effectivement vécu la crise entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait que le gaz qui avait coulé de façon ininterrompue depuis les années 70 entre la Russie et l'Europe, le gaz a été interrompu à cause de la bisbille sur les Ukrainiens, avec les Ukrainiens. Les Européens y étaient absolument pour rien, mais simplement les Russes et les Ukrainiens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le prix du gaz facturé à l'Ukraine. La Russie, à un moment, a décidé de couper le gaz aux Ukrainiens, mais en fait, comme les tuyaux qui délivraient le gaz à l'Europe passaient par l'Ukraine, coupant le gaz pour les Ukrainiens, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le gaz qui était destiné aux Européens, et les Européens n'avaient plus assez de gaz. Donc c'est ça la crise 2006-2007. Donc s'il en était besoin, elle a rappelé à tout le monde qu'un gazoduc, c'est extrêmement dépendant de tous les pays de transit. Et donc la fiabilité est toujours sujette à caution. C'est aussi pour ça que les Russes, qui ont bien reçu la leçon, vont vouloir développer des gazoducs qui vont directement de Russie en Europe. Et donc c'est les histoires de Nord Stream.
Donc je reviens sur notre développement de GRP, gaz renouvelable électricité. Donc on va développer ce gaz, on va développer les marchés gaziers, beaucoup en Asie, mais beaucoup aussi en Europe. On va se développer dans l'électricité à partir de gaz, mais l'électricité à partir de renouvelables. On était déjà dans le solaire, mais dans le solaire, notre aventure SunPower, c'était pas très bien passé, comme je vous l'ai dit. Le retrait des subventions et des soutiens renouvelables dans la plupart des pays développés entre 2010 et 2015 avait fait qu'on avait perdu de l'argent dans cette activité-là. Et donc on va repartir de zéro, ou presque, mais avec l'idée cette fois d'être producteur d'électricité et non pas producteur d'équipement. Donc on va continuer avec SunPower, et SunPower existe toujours, et on a remis d'aplomb SunPower, y compris en l'alliant avec des partenaires chinois, mais on va développer surtout la production de solaire, on va développer la production d'énergie éolienne. On va revenir dans l'éolien. On avait fait une petite expérience qui s'était pas révélée tellement concluante, faute d'acceptabilité en France de cette technologie. Mais là on va y revenir. Et donc après, et on va faire d'autres choses qui ont surprise. On a racheté Saft, qui est donc un fabricant de batteries, qui était un fabricant de batteries avec une technologie remarquable, mais qui ne s'intéressait pas trop au marché de l'énergie. Donc on va racheter Saft. C'était la première acquisition qu'on a faite en 2016. Et pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'il c'était important de développer des batteries pour pallier à une partie de l'intermittence des énergies renouvelables, solaires et éoliens, qui malheureusement ne produisent pas tout le temps. Donc les batteries étaient une des façons pas la seule, mais une des façons de résoudre cette difficulté. On fera aussi, dans un autre sujet de souveraineté énergétique, le projet ACC, donc de batteries, donc de gigafactories européennes de batteries à destination des véhicules électriques, donc pour la mobilité. Et puis on va faire des tas d'autres choses qui correspondent plutôt à la génération d'énergie qui va commencer juste d'être développée. On va développer des biotechnologies, du biogaz notamment. On va acquérir Fonroche, qui était le leader français du biogaz, parce qu'on est convaincu que les bios ont un rôle à jouer, notamment pour fabriquer de l'énergie liquide et de l'énergie gazeuse. On va également s'intéresser à l'hydrogène vert, sachant que c'est une technologie compliquée, coûteuse. L'hydrogène n'est pas un gaz facile à manipuler, mais la planète va avoir besoin de gaz. La planète ne peut pas fonctionner simplement à partir d'électrons. Si vous avez une chose à retenir dans l'énergie, c'est que les liquides, ça se transporte facilement et ça a une forte densité énergétique. Le gaz, ça se transporte plus mal et ça a une plus faible densité énergétique, mais c'est quand même stockable à horizon de 6 mois. On fait du stockage saisonnier en gaz. Les électrons, ça se stocke très difficilement. Donc bien sûr, il y a des batteries, mais ça coûte très cher et vous ne pourrez jamais stocker de l'électricité en grande quantité pour une maille saisonnière. Donc il faudra passer toujours par des molécules. Et donc les molécules décarbonées, ça peut être du biogaz, ça peut être aussi de l'hydrogène et de l'hydrogène vert. Ce qui pose d'autres problèmes, puisque pour produire de l'hydrogène vert, il faut aussi produire de l'électricité, donc il faut avoir une surcapacité d'électricité, déjà comme on a passé. Donc il faut de l'électricité pour produire cet hydrogène. Mais on va commencer à regarder les premiers projets. Alors maintenant que j'ai quitté Total, je continue à m'intéresser d'ailleurs à l'hydrogène vert, parce que je pense que c'est une énergie qui va véritablement devoir se développer plutôt aux horizons de 2025, 2030, 2035, mais c'est vraiment une énergie dont on va avoir besoin si on est sérieux avec les trajectoires climatiques. Mais on va déjà commencer à le regarder, je vais déjà commencer à le regarder chez Total. Et puis il y a l'histoire des puits de carbone que vous avez mentionné, parce que pour assurer la neutralité carbone de la planète,
On va avoir besoin encore d'hydrocarbures. Alors, beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui, c'est clair, mais on va en avoir besoin parce que toute la chimie, les médicaments, l'industrie pharmaceutique, ça fonctionne aussi avec du carbone. Et il y a d'autres industries qui vont avoir du mal à fonctionner sans carbone. Donc il y aura toujours besoin d'une production d'hydrocarbures. Et donc il faut pouvoir stocker le carbone qui sera dégagé par ces énergies fossiles. Et donc il y a deux façons de stocker le carbone. En tout cas, on a identifié deux. Le stocker de façon géologique, et on va faire le premier projet de stockage industriel en Norvège qui s'appelle Northern Lights, donc, dont on a démarré la construction juste avant que je quitte le groupe Total. Et puis on va s'intéresser aux puits de carbone naturels. Donc faire pousser des forêts. Alors vu de loin, tout le monde nous dit c'est assez facile, pourquoi on a besoin de groupes tels que Total pour faire pousser des arbres. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire de vrais puits de carbone naturels durables, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire pousser des arbres, il faut aussi s'assurer que les populations locales ne vont pas avoir la tentation de venir couper les arbres que vous aurez plantés. Et donc c'est tout un écosystème qu'il faut construire, qui demande de comprendre l'agronomie. Alors j'ai recruté à l'époque des ingénieurs agronomes, parce que nous on n'y connaissait rien, je peux vous dire, chez Total. Mais voilà, mais donc c'est un autre sujet, mais qui est aussi un sujet important et qu'on a développé pendant toute cette période-là. Donc voilà, et en 2021, donc j'ai pris ma retraite parce qu'on a une règle tacite dans le groupe, mais que je me suis appliqué, qui est de laisser la place aux jeunes. Et donc je suis parti en 2021 avec un groupe qui est en train de se rebaptiser Total Énergie, avec une branche gaz renouvelable, électricité, qui était devenu le 5e acteur en matière de renouvelable, probablement le leader mondial en termes de solaire. Mais en tout cas, clairement, un des 5 premiers acteurs au niveau mondiaux, et qui représentait plus du quart des investissements du groupe Total, et à ce titre-là, un des tout premiers investisseurs au niveau mondial dans les renouvelables. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais j'espère que ce n'est pas pour parler de ce que j'ai fait à titre personnel, c'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment on a été arrivé là. Et quels avaient été les moteurs qui avaient conduit les changements chez Total. Alors, je ne sais pas si... Alors maintenant, je peux m'arrêter là et puis répondre aux questions que vous voudriez me poser.